Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Grâce présidentielle, remise totale de peine, les soldats ivoiriens sont libres. Les 46 qui étaient encore à Bamako sont attendus ce soir même à Abidjan. C'est hier sur la télévision nationale que les autorités maliennes ont annoncé la nouvelle de la libération des militaires arrêtés depuis le 10 juillet 2022. Tout de suite, le point sur ce dénouement heureux. Dans son adresse à la nation le 31 décembre 2022, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé que la nouvelle année est consacrée à la jeunesse. Il y aura un renforcement du dispositif de formation, d'encadrement et de financement des jeunes afin d'assurer leur insertion socio-professionnelle. La rédaction revient sur cette mesure sociale. Et puis au Burkina Faso, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé les autorités de transition à mener une enquête rapide, impartiale et transparente après le massacre de 28 personnes. Des supplétifs de l'armée sont accusés d'avoir tué ces populations à Nouna dans la nuit du 30 au 31 décembre. Il est peut-être considéré comme un défenseur de l'Afrique plongé dans ses racines et qui se hisse dans la modernité par sa belle et riche culture. Le Festival international de la route des rois et reines est l'un de ses engagements à promouvoir ses valeurs ancestrales, nos symboles du savoir et de la connaissance. Cette rencontre itinérante a vu le jour en 2003 pour ainsi interroger les modes de gouvernance en Afrique ancienne. La 11e édition s'est tenue à Yamoussoukro. Le professeur Moïse Hubin, le directeur de ce festival, est l'invité de la page culture. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Alors, d'abord, excellente année 2023. Mais je vous souhaite une excellente année également à toute la télévision. Merci. Et à la Côte d'Ivoire. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir. Alors, c'était itinérant, plusieurs villes, notamment dans le centre cette fois. Oui, les autres années, nous avons fait le parcours et nous définirons le concept de la route, car en fait, il s'agit d'une route spirituelle, philosophique et culturelle. D'accord. Et cette année, nous avons fait les étapes à Krokro, dans la zone de Kokombo, ensuite Yamoussoukro et Akawa. Akawa, où se trouvent les reliques de la reine Ablapoko. D'accord. Alors, professeur, on va en reparler plus largement. Tout à l'heure, le temps de faire le tour de l'actualité. Vous le savez, l'actualité qui est dominée par ce retour des 46 soldats à Abidjan. Ce soir même, ils étaient détenus depuis le 10 juillet 2022 au Mali. Les 49 ont été graciés hier par le président de la transition, Assimi Goïta. Une remise totale des peines prononcées par la justice malienne. Je vous propose le communiqué qui annonce la bonne nouvelle. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 043 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Par décret numéro 2023-002-PTRM du 6 janvier 2023, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne pour les infractions suivantes. Crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense, intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En cette circonstance, le gouvernement de la transition et le peuple malien remercient son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour ce geste qui démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région, en particulier celles entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Après cette bonne nouvelle, le regard dans le ciel d'Abidjan, scrutant tous les mouvements, parce que les 46 soldats ivoiriens arrivent ce soir même, libérés de toute peine après 6 mois au Mali. La RTI suit tout pour vous. Nos reporters sont mobilisés à l'aéroport. Michel Digré, vous êtes en direct. Bonsoir Michel Digré, dites-nous comment évoluent les choses là-bas à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny.
Bonsoir, Kolo Koulibaly. Nous sommes en direct de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, plus précisément sur le tarmac du pavillon présidentiel. Les 46 soldats ivoiriens encore détenus au Mali qui ont bénéficié de la grâce du président de la transition malienne, Assimi Goïta, sont attendus ici dans quelques instants. Plusieurs autorités ivoiriennes, avec à leur tête le président de la République, Alassane Ouattara, ont effectué le déplacement de Port-Bouët. Avec eux, parents et amis de soldats sont aussi là pour ces retrouvailles. Après 6 longs mois d'attente, 6 mois de négociations, la fumée blanche est enfin sortie hier lorsque le porte-parole du gouvernement malien a annoncé cette grâce présidentielle. Et les choses se sont vite accélérées. Nos soldats ont pu quitter le Mali. Ils sont présentement à Lomé où ils embarqueront pour Abidjan. Nous essayerons de vous faire vivre en direct tous les temps forts de ce retour au pays avec toutes nos équipes mobilisées ici à Port-Bouët. À vous l'antenne, à vous Kolo Koulibaly. Merci à vous Michel Diglé que l'on peut retrouver à tout moment si évidemment il y a du nouveau là-bas à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et c'est un dossier qui a cristallisé le quotidien ici comme ailleurs dans le monde. Une affaire avec des rebondissements comme la libération en septembre de 3 femmes du contingent, la procédure judiciaire engagée et une diplomatie qui était en marche du 10 juillet 2022 au 6 janvier 2023. Voici la chronologie d'une affaire qui a duré 6 mois avec Moussa Konaté. Les faits. Le 10 juillet 2022, 49 militaires de l'armée ivoirienne en mission au Mali sont arrêtés à l'aéroport de Bamako. Leur présence est qualifiée d'illégale. Ils sont traités de mercenaires par les autorités maliennes. Pour les autorités ivoiriennes, les 49 soldats sont des militaires déployés au Mali en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national au sein de la MINUSMA. C'est le début d'un processus diplomatique engagé par l'État ivoirien pour leur libération. Le Togo est le pays choisi pour la médiation de cette crise ivoiro-malienne. Le 19 juillet, une délégation est conduite par le ministre des Affaires étrangères togolais. Aussi, plusieurs autres chefs d'État de la CEDEAO sont dépêchés auprès des autorités maliennes pour obtenir la libération des militaires ivoiriens. Aucune des initiatives n'a abouti. Après plusieurs tentatives, Bamako accepte de libérer les 3 femmes du contingent des 49 soldats ivoiriens incarcérés. Les 3 soldats sont accueillis à l'aéroport d'Abidjan le samedi 3 septembre. Un premier pas salué par tous les acteurs. Et les négociations devraient se poursuivre pour les 46 autres encore restés à Bamako. En marge de la 77e Assemblée générale de l'ONU à New York en septembre, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis en sommet extraordinaire pour débattre, entre autres, de l'épineuse question des soldats ivoiriens retenus au Mali. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, monte au créneau. Il affirme que les soldats ivoiriens retenus au Mali ne sont pas des mercenaires. Malgré toute la diplomatie internationale déployée par la Côte d'Ivoire, le Mali maintient toujours sa position de garder les soldats ivoiriens sur son sol. Le 22 décembre, une délégation ivoirienne avec à sa tête le ministre d'État Téné Birahima Ouattara se rend à Bamako pour poursuivre le dialogue avec les autorités maliennes. Une semaine plus tard, un procès est ouvert à la cour d'appel de Bamako. Après 2 jours de procès, le tribunal malien condamne les 46 militaires ivoiriens à 20 ans de réclusion criminelle et les 3 soldats relâchés quelques mois plus tôt sont condamnés à la peine de mort. Malgré ce verdict, le chef de l'État reste confiant. Lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2022, le président Alassane Ouattara rassure les populations du retour des soldats ivoiriens en Côte d'Ivoire. Le 4 janvier 2023, le président togolais Faure Gnassingbé se rend au Mali pour discuter de la libération des militaires ivoiriens avec le président de la transition malienne. Une médiation qui aboutira à la mise en liberté ce 6 janvier 2023 des 46 soldats encore détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. La promesse du chef de l'État faite une semaine avant se matérialise donc dans les faits. Et Moussa Konaté en parlait dans le message à la nation. Le président de la République avait réitéré son engagement à trouver une solution à la situation finalement dénouée hier. Dans ce message du 31 décembre, Alassane Ouattara a aussi dressé le bilan de toutes les actions de développement comme perspective pour 2023. Il indique que ce sera l'année consacrée à la jeunesse. Il y aura un renforcement des dispositifs de formation, d'encadrement, de financement des jeunes afin d'assurer leur insertion socio-professionnelle. Jean-Marc Diadji nous en parle. J'ai décidé de faire de 2023 l'année de la jeunesse. Le président de la République, Alassane Ouattara, met la jeunesse ivoirienne au cœur de ses actions pour l'année 2023. L'année précédente fut marquée par l'élaboration de la politique nationale de la jeunesse,
Le projet de loi instituant le service civique et l'avant-projet de loi d'orientation relative à la jeunesse adopté en Conseil de gouvernement et à l'Assemblée nationale en novembre et décembre 2022. À ce jour, les fêtières de jeunesse bénéficient au total d'une subvention étatique annuelle de plus de 90 millions de francs CFA, à l'instar du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI. Au niveau du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, qui est la fêtière de toutes les organisations de jeunesse, tenu à disposition donc un siège et également un budget à hauteur de 100 millions de francs CFA qui nous permet donc d'assurer le fonctionnement en interne. Et parallèlement à ça, nous avons des recommandations des partenaires au développement qui nous permettent de mobiliser des fonds. Éducation et formation, immigration et diaspora, emploi et entrepreneuriat sont entre autres les 10 thématiques abordées par ces jeunes. Le CNJCI s'active depuis 2017 à faire des propositions pour l'amélioration du cadre de vie de la jeunesse. La nouvelle année survient avec de nouveaux défis. En Côte d'Ivoire, c'est 75,6% de la population qui ont moins de 35 ans. Donc nous sommes conscients du fait que nous devons travailler, nous également, à accompagner cette dynamique. Ce sont plus de 500 000 jeunes qui ont bénéficié ces 2 dernières années des projets de formation, d'emploi et de financement des PME. À la date du 31 décembre 2022, pour les programmes de stage, d'apprentissage, de permis de conduire, de formation, de reconversion et de TIMO, le ministère de tutelle enregistre plus de 14 000 bénéficiaires pour un coût global de plus de 5 milliards de francs CFA. Le programme d'entrepreneuriat en faveur de plus de 11 000 jeunes est en cours de réalisation pour un coût de plus de 6 milliards de francs CFA. 11 réformes majeures sont envisagées par le chef de l'État. Le chef de l'État a aussi pris une série de réformes. La dernière en date, c'est la loi d'orientation sur la jeunesse qui a été adoptée au mois de décembre. Et cette loi est une avancée sur les questions de jeunesse. D'abord au niveau du mouvement associatif jeune, et cette loi fait avancer les lois sur l'encadrement de jeunes. Ensuite, je pense qu'une des réformes les plus importantes, c'est la clause d'impact emploi jeune dans tous les projets qui se feront, tous les projets d'investissement. La vision du président Alassane Ouattara, 2023, année de la jeunesse, interpelle les jeunes, selon le ministre Mamadou Touré. Autant le gouvernement se mobilisera avec tous ses partenaires, autant les jeunes devront se mobiliser. Le secteur privé, les ONG, tous devront se mobiliser. L'idée, c'est vraiment mettre les jeunes au cœur de nos priorités pendant cette année 2023 et faire en sorte que, quel que soit le domaine, quelles que soient les initiatives qui seront prises, priorité soit donnée à la jeunesse ivoirienne. Une réunion ministérielle se tiendra dans les prochains jours sous la direction du Premier ministre Patrick Achi. Objectif, préparer la coordination et le suivi des actions de formation et d'employabilité des jeunes de Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale invite l'ensemble du personnel et les députés à renforcer les acquis de l'activité parlementaire en 2023. Adama Bictogo s'est félicité du travail effectué par ses collaborateurs durant l'année écoulée. Les élus, membres du cabinet et agents de l'administration ont tous salué les efforts d'amélioration de leurs conditions de travail. Moussa Konati. Échange entre le personnel administratif, les députés et le président de l'Assemblée nationale. Une occasion pour les agents, dont la voix est portée par le secrétaire général, de réaffirmer leur attachement au travail selon les orientations du président Adama Bictogo. En vous réitérant la détermination du personnel de l'Assemblée nationale à constituer une véritable équipe, une vraie famille engagée à vous aider à réussir votre mission, nous aimerions vous assurer que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes cette année afin de corriger toutes les imperfections de l'année dernière et tendre vers la perfection dans nos actions quotidiennes. Les députés, pour leur part, se réjouissent des actions mises en place pour la valorisation de leur statut d'élu. Que de changements observés depuis juin 2022. Vous aviez promis faire de l'Assemblée une famille parlementaire, en dépit de nos appartenances politiques respectives. Au sein même de l'Assemblée, et cela est visible, les rapprochements entre membres des différents groupes sont effectifs. Nous voulons vous remercier, Monsieur le Président, pour l'implication des députés des groupes parlementaires aux missions, pour la concertation permanente
avec les présidents des groupes parlementaires et les vice-présidents pour l'écoute accordée aux députés. Vous avez su positionner l'Assemblée nationale dans le concert des grandes assemblées de ce monde et par la redynamisation de la diplomatie parlementaire. Amélioration des conditions de travail du personnel et des députés, repositionnement de l'Assemblée nationale à l'international, des acquis à préserver. Le président Adama Bictogo salue l'implication de l'ensemble de ses collaborateurs dans la redynamisation des activités parlementaires. Les interventions pendant nos séances publiques ont été pertinentes. L'assiduité des députés au travail de commission est à saluer, mais le niveau de débat, le niveau des interventions, la qualité des interventions est à mettre au crédit de l'ensemble de tous les députés, mais surtout je voudrais saluer les présidents des groupes parlementaires qui ont su motiver leur groupe à l'effet d'avoir une participation active. Que la fraternité entre nous soit encore plus renforcée et que cette famille parlementaire soit vraiment le moteur de cette Côte d'Ivoire, tant souhaitée par tous, de cette Côte d'Ivoire fraternelle, solidaire. Pour rappel, les députés sont en vacances depuis le 27 décembre dernier. La reprise des activités parlementaires à l'Assemblée nationale est prévue pour le 3 avril 2023. Le réchauffement climatique préoccupe les élus locaux. Ils sont à la recherche de solutions durables et l'une des voies, c'est de mettre les femmes au cœur des programmes de lutte. Une solution présentée en Égypte lors de la COP27 à Sharm el-Cheikh. Grace Kando. Les élus de la nation ivoirienne donnent de la voix à la COP27 à Sharm el-Cheikh en Égypte. Pour les femmes députées, les plans et programmes visant la lutte contre les changements climatiques doivent prendre en compte l'implication de toutes les femmes. Le volet qui est le plus important, c'est comment impliquer les femmes que nous sommes dans le phénomène d'atténuation, d'adaptation. La femme est actrice de développement au niveau de nos nations. Et il faut que dans ce processus, que nos populations puissent comprendre le danger du dérèglement climatique. Il faut que les femmes elles-mêmes soient impliquées. Nous avons été instruits par les experts de nous impliquer dans la sensibilisation de nos populations, de nous impliquer en tant que parlementaires à l'effet que nos lois qui ont déjà été votées par l'Assemblée nationale soient effectivement mises en application. Une volonté qui doit être accompagnée de financement de projets liés à l'adaptation et à l'atténuation des effets liés au changement climatique. Les recherches de fonds doivent être faites en français parce que 90% sont faits en anglais. Et ce n'est pas facile pour nous, les collectivités, de venir chercher ces fonds-là parce que nous n'avons pas souvent l'expertise. Nous n'avons pas en fait, des cabinets qui peuvent monter des dossiers pour venir concrètement chercher des financements. Donc nous sommes venus voir et nous retournons chez nous avec tous ces défis pour être prêts pour la prochaine COP. Un cri du cœur relevé lors de la COP 15 en mai dernier à Abidjan. La Côte d'Ivoire est sur le bon chemin pour régler les questions de financement des changements climatiques. Le président de la République, Alassane Ouattara, a lancé l'initiative d'Abidjan. Abidjan Legacy Programme, c'est un programme donc innovant qui va transformer le développement agricole, je dirais, de la Côte d'Ivoire, qui va le moderniser, qui va permettre donc qu'il soit durable, qu'il soit résilient, mais surtout qu'il soit innovant. Ce programme a été également présenté ici au Bailleur. La délégation ivoirienne présente à la COP27 dit avoir tiré beaucoup de cette rencontre mondiale sur le climat. Reste maintenant la mise en œuvre de toutes ces dividendes. L'université Jean Rouillon Guédé de Daloa est aussi engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle a abrité la première édition des Journées des sciences de l'environnement et du développement durable. Les experts prônent la conciliation entre le développement socio-économique et la préservation de l'environnement. Jean-Marc Djadji. Professionnels de l'environnement, enseignants, chercheurs et étudiants de l'université de Daloa en conclave à l'occasion de la première édition des Journées des sciences de l'environnement et du développement durable, JCED. Ils débattent sur l'importance des sciences environnementales face aux grands défis du développement durable. Au total, 118 communications autour de 5 axes thématiques.
Une opportunité à saisir pour l'unité de formation et de recherche environnement de cette université et les participants. Les journées ont permis de voir les évolutions récentes en matière de sciences sur ces questions-là et pouvoir partager les résultats obtenus. Le fait aussi que nous ayons assisté aux différentes communications nous ont permis d'avoir un certain nombre d'informations sur les recherches et les thèses qui ont été développées par les éminents chercheurs en Côte d'Ivoire et nous ont permis aussi d'identifier certaines pistes ou opportunités d'amélioration au niveau de nos différentes opérations. La présidence de l'université Jean-Lourounion Guédé de Daloa compte à travers ces journées jeter les bases d'une réflexion scientifique au profit de l'amélioration du cadre de vie des populations. Et je reste convaincu que les réflexions, les échanges que vous aurez entre vous, scientifiques et experts et partenaires du monde de l'environnement, pourront donc consolider les acquis et jeter les bases d'une coopération solide. À la suite des journées des sciences de l'environnement et du développement durable, se sont tenues les journées récréatives de l'UFR Environnement. Ont été honorés à ce rendez-vous les meilleurs étudiants des différents niveaux ainsi que les enseignants promus lors de la session 2022 du CAMES. Dans le reste de l'actualité, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé les autorités de transition Burkina Faso à mener une enquête rapide, impartiale et transparente après le massacre de 28 personnes. Des supplétifs de l'armée ont été accusés d'avoir tué ces populations à Nouna, chef-lieu de la province de la Kossi, dans la nuit du 30 au 31 décembre. Un massacre qui fait craindre un cycle de représailles entre communautés dans ce pays, maîtrisé par la violence djihadiste depuis 2015. L'ONU se félicite que Ouagadougou ait annoncé l'ouverture d'une enquête, mais souhaite également que les autorités demandent des comptes à tous les responsables, quelle que soit leur position ou leur rang. Ici en Côte d'Ivoire, le PAM va mener à partir de la deuxième semaine du mois de janvier une étude sur les cantines scolaires. Le programme alimentaire mondial veut évaluer l'impact de ces actions sur le bien-être des élèves. L'information a été donnée par Olivia Hans, la directrice pays de l'organisme onusien. Elle a eu une rencontre avec la ministre de l'Éducation nationale, Sephora Zegui. Dès la deuxième semaine du mois de janvier 2023, une étude sur l'alimentation scolaire sera menée par le PAM, Programme alimentaire mondial en Côte d'Ivoire. C'est l'information qui a filtré au thème de cette séance de travail entre Olivia Hans, la directrice pays du PAM, et Mariatou Kone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Quels sont les bénéfices de l'alimentation scolaire, non seulement sur l'état nutritionnel des enfants qui reçoivent un repas à l'école, mais également sur, par exemple, la productivité des groupements d'agriculteurs qui produisent pour fournir les cantines scolaires, la protection sociale, à savoir les parents qui dépensent moins d'argent parce que leur enfant du coup est nourri à l'école, mais également la santé. Les enfants en meilleure santé vont être moins susceptibles de tomber malades. Et puis donc un certain nombre d'aspects comme ça qui seront dévoilés par l'étude justement. En résumé, l'étude du programme alimentaire mondial va permettre de mesurer tout l'intérêt de l'instauration des cantines scolaires. Sur 11 pays africains choisis pour cette étude, la Côte d'Ivoire est le premier dans lequel elle sera menée. Tout un honneur salué par Mariatou Kone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui rappelle tout l'intérêt que porte le gouvernement ivoirien à la question des cantines scolaires. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, ce sont les enfants de Côte d'Ivoire qui gagnent également, j'allais dire. Le président de la République a dit que 2023 c'est l'année de la jeunesse, mais la jeunesse commence par les enfants, une bonne alimentation à l'école et des enfants qui grandissent. 6 mois, c'est le temps que va durer cette enquête dont les conclusions permettront sûrement à la Côte d'Ivoire et à son partenaire, le PAM, d'améliorer la qualité de l'école ivoirienne au moyen des cantines scolaires. Et voici ouverte la page culture de cette édition. Donner le goût de la lecture aux élèves, c'est l'objectif de la caravane du livre initiée par la journaliste Anzata Ouattara. Plusieurs établissements du pays ont été visités, une tournée marquée également par un concours littéraire. Frédéric Oulaï, Didier Nguessan. Mettre en avant nos valeurs ethniques est ce à quoi nous appelle
Lansine Bakayoko dans son œuvre « L'Afrique, deuxième chance ». Composé de 114 pages et de 4 chapitres, cet ouvrage propose des solutions pour le développement de l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire. J'ai écrit ce livre pour expliquer à mes frères africains, plus particulièrement aux Ivoiriens, de l'importance de préserver nos véritables valeurs ethniques. Je donne des pistes de solutions qui vraiment sont plausibles. Parce que si on n'est pas nous-mêmes, on ne sera jamais nous-mêmes. L'œuvre « L'Afrique, deuxième chance » est disponible en ligne et bientôt dans les librairies. Voilà, c'était donc, vous l'avez compris, l'œuvre L'Afrique, deuxième chance de l'écrivain Lansine Bakayoko. Et nous arrivons justement à ce goût qui est donné à la lecture aux élèves. C'est donc l'objectif de la caravane du livre qui a été initiée par la journaliste Anzata Ouattara, Frédéric Oulaï et Didier Nguesson nous en parlent. Ce sont 6 villes de l'intérieur du pays, notamment Man, Sangouéné, Daloa, Bois-Flebono et Korogo, qui ont accueilli la 6e édition de la caravane littéraire des cours de la vie. Cette caravane vise à promouvoir la lecture, l'excellence en milieu scolaire et à rapprocher les auteurs des lecteurs. Anzata Ouattara, auteur du roman Les cours de la vie, a saisi l'occasion pour sensibiliser sur l'importance de la lecture. Pour cette conférence, nous avons retenu que d'abord pour un élève, il faut prendre goût à la lecture et s'adapter aux choses littéraires. Grâce à l'arrivée de Anzata Ouattara et de Aminata Cissé, nos élèves vont reprendre le goût à la lecture et cela va booster la culture au sein de la population scolaire de Bono. Nous assistons à la fin de la 6e édition de la caravane. Nous avons visité les villes de Man, Sangouéné et la dernière étape c'était celle de Korogo. Les populations ont répondu, le message est passé. À chaque étape de cette caravane du livre, plusieurs activités ont été initiées, à savoir les concours de dictée et de lecture, à l'issue desquels les lauréats ainsi que les établissements scolaires ont été récompensés par des box de livres. Et l'on retrouve le professeur Amoua Urbain, le directeur du Festival de la Route des Reines et des Rois, qui est l'invité de la page culture. Alors, il faut rappeler que c'est une initiative qui est née depuis 2003, donc c'est à peu près, disons, 20 ans au service de la promotion de la culture. Alors, comment est venue cette idée et comment vous la justifiez? Alors, je voudrais vous remercier et saluer les autorités les plus hautes de cette nation qui permettent que nous soyons là aujourd'hui. Et puis avec les bonnes nouvelles que nous apprenons, singulièrement celles de nos soldats, mais également celles qui consistent dans l'idée que la jeunesse est le point de mire de cette année, étant entendu que, en son temps, moi-même, j'ai été président de la jeunesse de Côte d'Ivoire, des mouvements de jeunesse de Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi le Festival international de la route des reines et des rois? On se rappellera que les Oumana, tous nos grands artistes, sont partis de ce que nous avons appelé en son temps le festival de théâtre scolaire, qui était domicilié à Bouaké. Et à la faveur de ce festival, nous avons travaillé à la réflexion sur les actions culturelles. Nous sommes là dans les années 80. Dans les années 80, le ministre Fologo est ministre de la Jeunesse et des Sports. Il y a une biennale des arts au Mali. Il nous y invite et nous nous imprégnons des réalités de cette biennale qui avait une valeur pédagogique de haute portée. Et en revenant de là, avec le directeur de la culture et le ministère de la Culture, nous avons imaginé un festival de théâtre scolaire pour domicilier le festival et le théâtre scolaire le festival de théâtre scolaire dans nos écoles. Plus tard, on en arrive à l'idée que la Côte d'Ivoire chancelle, que nos valeurs culturelles sont quelque peu, non pas bafouées, mais ignorées. Arrive 1999 avec ce que nous savons, arrive 2000 avec ce que nous savons, et je pars de l'idée que l'université Charles-Louis de Montesquieu, qui est mon université, doit avoir un programme culturel. C'est ainsi que naît le Festival international de la route des reines et des rois. Pourquoi? La route ici, c'est une route physique.
Si nous marchons vers les rois, vers les chefs traditionnels, alors nous découvrirons à l'intérieur les spécificités et nos valeurs. Donc il y a la dimension recherche qui apparaît. Si nous allons spirituellement, point de gouvernance sans spiritualité. Si nous allons directement nous prenons la route spirituelle, nous en arrivons à la découverte des vestiges de nos anciens à travers leurs valeurs spirituelles. Et puis la route métaphysique, philosophique, qui va nous permettre, elle, d'aller nous interroger sur certaines réalités qui nous paraissaient indispensables à conceptualiser. Nous sommes donc en 2003 et nous décidons de faire la route des reines et des rois à Tiasalé. C'était la première édition. Jusqu'à aujourd'hui, donc comme on l'a dit, ça fait 20 ans que cela est promu, que ce festival vit. Alors avec Serge, comme Didier, on va faire juste un point et on se retrouve. Après 8 années d'interruption, Yamoussoukro accueille l'édition 2022 du Festival de la Route des Reines et des Rois. Initié à la suite de la crise militaro-politique de 2002, ce festival itinérant fait la promotion de la gouvernance, de la gestion des conflits selon les traditions et valeurs africaines. Dialogue interreligieux et célébration de la paix, une seconde religion pour une Côte d'Ivoire nouvelle à l'ère du numérique, c'est autour de ce thème que s'est tenue la 11e édition. Elle a réuni plusieurs professeurs, enseignants et têtes couronnées d'Afrique. Et ils sont venus du Ghana, du Nigeria, du Togo, du Libéria et de la Côte d'Ivoire. Promouvoir la paix en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde, mettre en lumière la politique culturelle. Tels sont les objectifs que s'assigne le professeur Amoa Urbain, promoteur du festival. Le Festival international de la route des reines et des rois a contribué efficacement à la mise en place de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire et du Forum des sultans et hauts dignitaires. Et la royauté, la chefferie traditionnelle qui sont donc au cœur de vos actions. Avez-vous le sentiment aujourd'hui d'avoir vraiment contribué avec ce festival à la promotion de la culture africaine ? Je crois qu'il serait prétentieux de ma part de penser que ce que j'ai fait avec mon équipe a apporté quelque chose. Mais le constat, il est net, ce sont les faits. On arrive à l'édition qui nous amène à Bondoukou, Bouna, et à cette édition-là, nous pensons qu'il faut réfléchir sur la naissance, la création d'une chambre des rois et des chefs traditionnels. C'est donc l'acte majeur que nous avons posé dans le cadre de ce festival, avec la réflexion scientifique, parce qu'en fait, les rois et les chefs sont toujours associés à des universitaires et à d'autres réalités, à d'autres personnalités. Donc, nous faisons un travail qui nous permet de suggérer, de concevoir un travail qu'on appelle le projet de la Chambre des rois et des chefs traditionnels. C'est de là que certains sont partis pour aller créer la Chambre des sultans, rois, chefs. C'est de là que, progressivement, la Chambre va naître, car en fait, et là, c'est le lieu pour moi de saluer le président Alassane Ouattara, parce qu'à l'édition 2009, le président Ouattara parraine le festival de la route des reines et des rois qui nous amène à Kong. Et tenez-vous bien, à cette époque où le président n'était pas encore aux affaires, ce qu'il nous a confié est ceci. Quand je serai aux affaires, vous aurez la Chambre des rois et des chefs traditionnels. Nous y sommes. Et je crois que c'est un élément important pour nous. Maintenant, une chose est d'avoir mis la Chambre en place, une autre est de la faire vivre. Est-ce que la philosophie de base que nous avons conçue a été suivie? Je ne saurais me prononcer là-dessus. Mais ce qu'il y a, c'est que nous devons continuer la réflexion. Nous devons dire également que le festival nous a permis d'énoncer des concepts. Le concept... ce que nous appelons la théorie des 5 vérités dans les règlements de conflit. Point de règlement de conflit sans prise en compte de la théorie des 5 vérités. La vérité intérieure, qui est la première étape. La vérité scientifique, c'est-à-dire, première vérité, est-ce que je ne me mens pas à moi-même? Deuxième vérité, la vérité scientifique. 2 plus 2 égale 4. Le fait entraîne telle conséquence. Troisième vérité, la vérité historique. D'une étape à une autre, on est passé à hier. Et enfin, on arrive à la vérité divine. Si Dieu physiquement avait été là, quel aurait été son jugement?
Mais quand on est parvenu à ce summum, on descend pour dire, dans la mesure où nous vivons ensemble, dans un espace, et dans la mesure où de génération en génération, nos enfants et nos petits-enfants vont vivre dans cet espace, alors il faut une vérité conjoncturelle, une vérité collective, une vérité consensuelle. Et c'est là où nous arrivons à l'une des théories, sans compter deux autres théories que sont la théorie de l'élégance langagière, qui permet de dire tout, mais avec élégance. Et puis la théorie du temps de réceptivité, la théorie, etc. Donc scientifiquement, nous avons énoncé des théories. Scientifiquement, nous avons énoncé une méthode d'approche. Vous ne pouvez pas régler un conflit si vous n'adoptez pas la méthode qu'on appelle l'immersionnisme cognitiviste. C'est-à-dire qu'il faut se noyer dans l'espace où le problème se pose pour non seulement comprendre la dimension mathématique, mais pour s'imprégner scientifiquement de la spiritualité qui accompagne le conflit. Voilà donc un certain nombre d'éléments que nous avons pu obtenir. La dernière chose obtenue, c'est la création d'une chaire de la diplomatie coutumière africaine dans mon université. D'accord, le festival a connu quand même un coup d'arrêt entre 2003 et aujourd'hui. Après, il y a eu la relance. C'était dû à quoi? Apparemment 8 ans d'arrêt. Oui, 8 ans, on était même plus sûr de revenir. Nous étions partis pour dire, bon, mais écoutez, nous, en tant que simples participants, hommes de culture, nous avons posé un acte. L'État de Côte d'Ivoire, par le président Alassane Ouattara, met en place la Chambre des rois et des chefs traditionnels. Quelle était donc notre action? On n'avait plus rien à faire. Parce que pour nous, une fois que l'action, le chef de l'État a une vision, comme un chef d'entreprise. Chacun s'approprie la vision et passe de la vision à l'action. Nous avons posé notre acte, l'État a mis en place la Chambre, il nous fallait nous effacer pour permettre à l'État de faire ce qu'il y a à faire, d'autant que pour défendre et soutenir l'action, je suis allé moi-même sur invitation, j'ai été invité par l'Assemblée nationale pour défendre les grands axes de ce programme. Alors donc c'est un programme, on a arrêté parce que c'était là. Maintenant, en discutant avec la ministre de la Culture, Madame Goudou, en son temps, elle a estimé qu'une chose était d'avoir la Chambre, une autre était de poursuivre ce que nous avions commencé. Ça nous a rechargés et nous avons repris. Voilà, donc c'était une invite avec un accord stratégique avec le ministère de la Culture lorsque Mme Raymonde Goudou était aux affaires. Alors, parlons maintenant après la reprise. Il y a eu la 11e édition. C'était à Yamoussoukro, la thématique autour du dialogue interreligieux et de la paix. Alors, quels étaient les objectifs, justement, de cette 11e édition? Alors, le premier objectif, c'est que nous, hommes de culture, enfin, prétendument, hommes de culture, il est des questions sur lesquelles nous planchons dans la case, en concertation fermée. L'une des questions était que le Golf Hotel, où il y a eu tous les événements que nous avons connus, le Golf Hotel méritait, de notre point de vue, d'être exorcisé. Et nous avons approché les guides religieux, tous les guides religieux, nous avons approché les uns et les autres, et tous ont donné leur accord pour que nous allions faire des prières pour exorciser, relancer, recharger énergiquement la Côte d'Ivoire à partir du Golf Hotel. Par la suite, nous avons marqué un arrêt à Kroukro, à Kokumbo, pour justement la question de l'orpaillage. En quoi et comment la chefferie peut intervenir pour que cette question soit résolue partiellement ou totalement dans la case. Vous savez que la diplomatie coutumière appelle deux espaces très forts. Deux espaces très forts, très prisés. L'espace 1, qui est la case, qui est la concertation. Vous voyez par exemple l'actualité du jour avec le Mali. On dirait, mais on n'a pas vu les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers travaillent dans la case. Ils travaillent dans la case. Quand le président de la République a donné sa vision, la chefferie entre dans la case en concertation pour aller vers les échanges et obtenir un consensus. Et lorsque cette étape est franchie, on arrive à la place publique. Donc voilà quelques aspects de ce que nous avons pu faire. Dans cette 11e édition, alors, nous apprenons également que vous travaillez aussi sur la mise en place d'une chambre, cette fois une chambre qui concerne les religieux. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette chambre? Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a un manque de dialogue entre les cultures? Alors, l'autre étape, c'était l'étape de Yamoussoukro, et enfin, on a terminé par l'étape d'Akawa. Pourquoi nous sommes rapidement, oui.
Pourquoi nous sommes-nous interrogés sur deux aspects? Premier aspect, ce que nous appelons les chefs de communauté. Partout où un conflit naît dans un quartier, partout où il y a des funérailles, on demande qui est le chef de la personne qui est décédée, qui est de sa région. Lorsque les conflits éclatent, les personnes qui viennent en règlement, dans un premier temps, ce sont les chefs de communauté. Nous avons estimé qu'il leur fallait une place de choix dans la Chambre, dans les textes de la Chambre. Ensuite, est-ce qu'il y a un manque? Pourquoi les guides de rejet? Oui, parce que si vous prenez l'État, l'État a la Chambre basse et la Chambre haute, l'Assemblée nationale, le Sénat. Vous avez également, désormais pour les questions de promotion culturelle, vous avez la chefferie traditionnelle, donc la Chambre, mais il nous semble important de suggérer la création d'une chambre des guides spirituels et des leaders religieux, car en fait, eux parlent et on adopte. Il est donc bon d'avoir le trépied, cette trilogie qui va permettre d'aller vers la résolution et même vers la prévention et la résolution des conflits. Merci beaucoup, professeur Amoura Hubin, directeur du Festival de la Route des Reines et des Rois, invité de la page de culture. Merci en tout cas d'avoir été là avec nous pour ce point dans la page de culture. Merci, professeur. Et nous rappelons l'actualité ce soir qui est dominée par le retour des 46 soldats. Les regards sont donc tournés dans le ciel d'Abidjan, scrutant évidemment les mouvements, parce que les 46 soldats ivoiriens arrivent libérés de toute peine après 6 mois au Mali. À tout moment, vous aurez donc en direct le retour de ces 46 soldats attendus ce soir même. Nos reporters sont à l'aéroport. Vous avez entendu Michel Digré dans cette édition. On se dit donc à tout de suite pour ce retour en direct sur les antennes de la RTI. Et voilà qui m'intéresse à ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'est la seule édition de ce soir. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Ceux qui vont dans la même pirogue ont les mêmes désirs. Dieu le voulant, on se retrouve demain.